Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, nous, on va vous parler de la variabilité génétique et de la résistance aux antiviraux. Alors avant de parler de ça, je fais bien sûr un petit rappel sur ce qu'on a fait pour la culture et expliquer quand même que la culture, c'est quelque chose qui avait été abandonné dans la plupart des laboratoires de virologie. Et nous, on s'est remis à faire de la culture. Alors moi, ce qui était particulier pour moi, c'est que j'avais fait des bactéries intracellulaires, des virus géants, mais je n'avais jamais fait de petits virus. Et donc il a fallu que je m'y mette dedans. Contrainte forcée, ça m'a pris 3 ans. Au début, ça a été dur parce que quand on rentre dans un champ qu'on ne connaît pas, c'est assez difficile. L'avantage de ça, c'est qu'on n'a pas d'a priori. C'est-à-dire, moi, honnêtement, je n'ai pas écouté ce que me disaient les autres et vous verrez que plusieurs fois, j'ai eu raison. À la fin, quand même, de faire les cultures, c'est intéressant parce qu'en gros, on peut faire tout ça. Juste ça, vous aurez ça juste aujourd'hui. C'est la sensibilité aux antiviraux. Et puis Michel parlera des sérologies, de la fluorescence, des Western blot. Bien évidemment, pour faire ça, il faut du virus. Donc si on ne l'a pas isolé, c'est pas possible de le faire. Donc rapidement, la méthode classique, on met ça dans des shelvias, dans des tubes bijoux ou dans des boîtes, on met un mélange d'antibiotiques, on incube, on cherche un effet cytopathogène. Moi, je me suis rapidement rendu compte que ça, on ne pourrait pas le faire, parce que pour faire ça, il faut une quantité astronomique de personnel, et bon, en pratique, on ne les a pas, les personnels. Donc si on veut sortir beaucoup de virus, on n'a pas le choix, on était contraint, si vous voulez, de changer notre manière de faire. Alors moi, la manière de faire que j'ai choisie, c'était ça, d'avoir ce système automatisé. Le problème, dès le début où je me suis confronté, c'est que j'avais même pas de souche virale, C'est-à-dire pour faire ça, j'avais même pas de quoi m'entraîner. Alors je suis demandé à mes collègues virologues, je suis allé pleurer pour avoir, au bout de 6 mois, ils m'ont filé un vague adénovirus. Donc comme je voyais que j'avançais pas, j'ai fait ce que je savais faire, c'est-à-dire j'ai fait la même chose, mais avec des virus géants ou les Coxiella. Et donc j'ai pu mettre le système au point sur cette machine. Donc c'est un système automatisé, c'est-à-dire que vous avez l'incubateur d'un côté, la machine de l'autre, et la machine elle le lit, elle arrive à faire les lectures pour voir si le virus pousse. Donc l'idée c'était ça. Mais avant de passer à ces systèmes-là, bien sûr, il fallait arriver à un système où on passait à de la microplaque. Donc on a commencé à mettre au point. Alors le premier qu'on a choisi à l'époque, c'était l'adénovirus. Alors c'était sympa l'adénovirus parce que ça pousse bien, mais comme on l'isole dans les selles, il y avait quand même une difficulté qui fait que c'était contaminé. Donc on a essayé plusieurs types de cellules, plusieurs mélanges, des sous-cultures en blind. Donc ça a été un gros travail, ça a duré... j'ai consommé quand même pas mal d'étudiants, notamment des étudiants en pharmacie qui venaient dans le labo, ils venaient 6 mois, et chaque fois ils reprenaient le travail. Et donc après, quand on est arrivé au stade applicatif, on a commencé à ensemencer les adénovirus, donc on prenait les adénovirus PCR+, dans les selles, et on les a mis, et tout de suite on s'est aperçu que le premier problème c'était, on voyait bien que même si quand on mettait les antibiotiques, en fait, on flinguait les cellules et les adénovirus, ils ne poussaient pas. Le premier coup, on a passé 10 prélèvements adénovirus, on a eu un positif sur 10. Donc là, rapidement, on s'est aperçu que ça ne marcherait pas. Et donc, on a dit, peut-être on va les filtrer, les prélèvements, avant de les ensemencer, comme ça, après, on ne voit que les virus. Voilà. Donc c'est là où la première fois, j'en ai parlé à une collègue virologue qui m'a dit, ça ne marchera pas parce qu'ils vont rester agglutinés. Bon, bien évidemment, je ne l'ai pas cru, donc on a fait ça, on est passé de 1 sur 10 à 8 sur 10. C'est là qu'on a mis au point notre protocole IHU et qu'on est le seul à faire. C'est-à-dire, en pratique, le prélèvement, il est d'abord filtré sur 0,2 dans une centrifugeuse, on peut en mettre plusieurs, et après on ensemence ça sur des plaques 96 puits, on incube, et on regarde l'effet cytopathique juste au microscope. Ça, c'est tout bête, mais ça, tout bête, ça nous a permis de sortir donc 2800 souches. C'est énorme, 2800, je vois ce qui a été publié, si on cumule tous les travaux chinois, ils sont à peu près à 2000. Voilà. Alors que nous, tout seuls... C'est nos seuls rivaux, quand même. Voilà, c'est ça. Non, mais là, si on n'a pas encore automatisé, donc normalement, après, ils sont morts, voilà. Et donc la plupart poussent en primo-inoculation. Et c'est marrant parce que cette histoire des antibiotiques, moi j'ai envoyé la souche, alors la souche je l'ai envoyée à beaucoup de gens. Moi personne n'a voulu me la donner, notamment mes collègues du centre de référence à Lyon. Là, le jour où il a isolé la souche, bien sûr, il ne me connaissait plus, il ne répondait plus aux SMS. Donc à Marseille, on se morfondait parce qu'on n'avait pas de malade. Et donc le premier malade qui arrivait, bien sûr, on a pu isoler les souches. Et moi, bien sûr, je l'ai distribué, j'en ai envoyé en Afrique, en Algérie, en Corse, pour que ça leur serve de témoin positif. J'ai envoyé à tout le monde, voilà, à Laurence pour faire les tests immunitaires, j'ai envoyé à tous les gens qui en voulaient. Et ce qui est frappant, c'est qu'on en sort quand même 90% lors de la première semaine, alors que mon collègue sur Clermont-Ferrand, à qui j'ai envoyé les cellules, il me dit « mais c'est vachement dur à faire pousser ». Donc je pense qu'il continue à faire toujours ce système-là avec les antibiotiques. Les antibiotiques, ça empêche les virus de pousser. Ouais, d'ailleurs, on le sait, puisque ce qu'on a testé après, c'est des antibiotiques, justement. Donc voilà tout ce qui a été fait par la suite, et on a optimisé tout le système. On l'a mis au point d'abord sur le système automatisé, et après on l'a appliqué. Et donc voilà, ça a bien marché, mais enfin, on l'a publié. Ce que ça a permis de faire, c'est de montrer qu'en gros, au lieu de faire un repiquage pour avoir 100% des isolements où il fallait 3 semaines,
C'est-à-dire que je vous ai dit 90%, ben les 10% qui restent, on les avait de suite lors de la première semaine. Et si vous voulez, le système automatisé, il était prêt quand on n'avait plus de cas. Donc on a dit, ça, c'est dommage, c'est vrai, cet été, il n'y avait plus rien, on n'allait pas automatiser un truc où il n'y a plus de choses à cultiver. Mais c'est pas grave, parce qu'on a utilisé ce système-là pour tester la sensibilité aux antiviraux. Alors juste un truc assez fabuleux, c'est-à-dire que la microplaque là, que vous voyez là, où on a fait pousser le virus, on peut la passer directement dans le microscope électronique, et là on peut voir les virus à l'intérieur. Ça a été fait comme ça. Vous voyez ces images qui sont magnifiques. Ce que montre Didier, c'est-à-dire qu'on peut faire ça pour le coronavirus, mais on peut faire ça pour... Arrête pas de me piquer mon joujou à moi. Voilà, j'ai du mal à passer des fois en douce, c'est difficile. Bon. Voilà. Et donc en pratique, on peut passer en électronique, donc là je suis en train de voir. Le problème, c'est quand on a souvent un microplaque, on voudrait des fois passer certains trucs au microscope, et d'un autre côté, il y a des puits que j'ai besoin de repiquer ou que je veux garder pour autre chose. Alors, je suis en train de voir s'ils ne peuvent pas me fabriquer des microplaques sécables, c'est-à-dire que je peux en mettre un bout qui va partir à l'électronique et l'autre partie que je vais continuer à utiliser pour faire les sous-cultures. Donc le premier truc qu'on a fait sur une des premières souches qu'on a eues, bien sûr, c'est de tester la sensibilité à l'hydroxychloroquine. On a fait le mélange hydroxychloroquine-azithromycine. Donc c'est un système qui marchait très bien, et puis avec toujours sur le même système et toujours sur la même souche. Alors on avait toujours la même souche qui était IHU MI3. On a travaillé avec Bruno Pradine, on a fait aussi tous les anti-paludéens. Alors une des questions qui s'est posée au début, c'est qu'on avait des patients qui étaient persistants, c'est-à-dire des patients, persistants, en gros c'était des gens qui restaient plus de 10 jours PCR positifs. Et donc la question ça a été, mais ces patients qui ont hydroxychloroquine azitro, est-ce qu'ils sont... est-ce qu'ils continuent à excréter le virus parce qu'ils ont un problème immunitaire, ou est-ce que c'est parce qu'ils ont des souches qui sont résistantes à hydroxychloroquine azitro. Donc ce qu'on a fait, on avait récupéré tout un tas de patients, et donc tous ces patients, si vous voulez, c'est des patients qui étaient persistants, et ça c'est le délai entre la première souche et la dernière souche qu'on a pu isoler, c'est-à-dire qu'ils peuvent être positifs jusqu'à 10, 12, 15 jours, mais la dernière souche qu'on isole, souvent elle n'est pas si loin que ça, c'est-à-dire qu'elle est à 4 jours, 8 jours. Et ça ne fait rien, on suppose que si on a sélectionné quelque chose de résistant dès les premiers jours du traitement, on aurait pu peut-être voir une résistante. On avait aussi des patients, bien sûr, qui étaient non persistants, parce qu'il fallait qu'on ait bien des contrôles pour voir si les patients étaient, si le tout venant n'était pas résistant. Et donc on était parti sur ça, on avait commencé à faire le travail, et puis après, je me rappelle, on attendait les résultats de Sophie Amran, qui devait publier le papier, qui devait écrire son papier sur les résistants, puis on a attendu. Il est arrivé l'été, honnêtement, on était tous sur les rotules, on a pris des vacances. Et au retour, donc, j'ai dit, tiens, on va passer quelques souches là, qui sont arrivées pendant l'été pour voir ce que ça donne. Et donc c'était ceux-là, au début, je n'ai pas regardé qu'ils étaient persistants, puis on a pris des patients au hasard qui étaient traités, et on dit, on va les inclure. Et donc quand on les inclut, vous voyez, c'est ce qu'on a pu obtenir avec le CX7. Alors ce système automatisé, c'est très bien pour faire du screening, pour voir est-ce que les souches sont sensibles ou résistantes, mais c'est que du screening, c'est pas très précis, mais c'est bien pour quand on va en passer plusieurs. Et donc quand on passe plusieurs, on voit bien, on a la première période, ça c'est la différence. En gros, on multiplie le nombre de cellules qui restent par le pourcentage de cellules abîmées. Enfin, c'est assez compliqué. En gros, plus c'est haut, plus l'hydroxychloroquine est efficace. Et le mélange hydroxychloroquine azitro est efficace. Donc on voit que tout là, ben, c'est efficace. Une de la seconde période, il y en a une où ça reste efficace, mais celle-là, vous voyez, ça reste plat, quoi. C'est-à-dire que le mélange hydroxychloroquine azitro, il n'a rien fait du tout. Donc on avait une seule, en fait, de la seconde période qui semblait, entre guillemets, sensible. Donc on a contrôlé ça par la technique classique, et donc par RT-PCR. Effectivement, ça se confirme, c'est-à-dire qu'on se retrouve là avec ces trois souches-là. Et vous voyez que le H5H5 ou même l'hydroxychloroquine, vous voyez 97, 98, 69, 77% d'efficacité, alors que là, on commence à baisser. Donc là, on se dit, ben, ces trois souches, c'est possible qu'elles soient résistantes. Donc pour aller un peu plus loin là-dessus, on a fait l'effet dose sur l'hydroxychloroquine. Moi, c'est pour ça que j'ai raté ta présentation, Patrick, d'ailleurs, parce que j'étais en train de rentrer ces dernières données. Donc c'était vraiment, ça sort de notre travail. Et on voit bien, ça, vous avez les trois souches résistantes. Et vous voyez que l'effet dose, c'est-à-dire qu'aux effets, nous, à la dose où on met là, c'est-à-dire qu'on a très peu d'inhibition, et l'inhibition reste élevée pour les autres souches. Celles que j'ai rajoutées, la 845, 847, c'est des souches de la première période, parce que je me suis dit, j'étais un peu stressé, comme j'avais qu'un contrôle, j'ai dit, j'en ai ressorti deux autres dans la première période. Non, les résistantes, c'est juste ces deux-là. Et alors,
d'où elles sortent ces souches. Et bien ces souches, on peut regarder que c'est pour l'essentiel des génotypes qu'on appelle les Marseillais 1. Et donc c'est les Marseillais 1, c'est les génotypes notamment qui viennent d'Afrique. Et donc se demander, est-ce qu'en Afrique il y a eu beaucoup de déoxychloroquine prescrite? Est-ce que l'hydroxychloroquine, justement, n'a pas sélectionné ces mutants résistants? Alors, ce qui est rassurant, c'est que peut-être aussi, on connaît ça sur les antibiotiques, et le VIH aussi, Philippe me l'a dit, c'est-à-dire les trucs qui sont résistants, des fois, ils perdent du fitness, quoi. Donc, ça collerait bien, on va voir par la suite, justement, si on arrive à montrer que ces souches sont un peu moins fit. Voilà. Et ben, Anthony va vous expliquer comment on fait ce genre